Et tout d'abord, je vous remercie euh, d'avoir venu chez moi pour poser des questions pertinentes. Euh, j'ai dit au peuple tchadien à l'occasion du mois de Ramadan, Carême, c'est la tradition musulmane, bon Ramadan pour tout le monde, le Tchadien tout confondu, les musulmans, chrétiens, parce que ça c'est traditionnel, tradition de notre père Adam, et aussi le père des croyances, Abraham. Euh, et, et tout d'abord, euh, moi, je m'appelle Agar Mohamed Ahmad, je suis né en 1962 à Salal, en plein désert. J'ai quitté le pays sans savoir l'école ni médrasa jusqu'à mon arrivée en Arabie Saoudite. J'ai voulu entrer dans l'école, alors je n'ai pas eu la chance à cause des séjours, conditions de séjour. J'ai quitté assez rapidement pour aller en Syrie. Alors j'ai commencé les études, j'ai fini mes études de base à Damas, à l'école Kamahin, et une partie au lycée de la Liberté pour le père jésuite à Damas. Quand j'ai fini mes études de base, je suis parti en Irak pour faire mes études universitaires à l'université de Bagdad, faculté de droit et jurisprudence islamique comparée avec droit civil français. Bon, ensuite, je suis parti en France pour commencer mes études supérieures. J'ai fait un 2A dans le même cadre, après magistère ou doctorat, droit civil français. Ensuite, je suis parti à Loum invité en Belgique, chez le père jésuite, à Loum invité. Donc ça, c'est un institut qui forme des prêtres, des moines. Les deux langues sont devenues langues officielles. La langue arabe était langue utilisée par trois royaumes au Tchad depuis 666 ère chrétienne, royaume de Kanem. Et le deuxième royaume s'était créé en 1514, royaume ouaddaïen. Le troisième royaume Bagrami 1615. Jusqu'à l'arrivée des Français, domination française, cette langue était officielle, langue de correspondance. Alors, la lettre qui a été envoyée par le roi canimien au prince de Normandie, 666 ère chrétienne, conservée maintenant à Leipzig, en Allemagne, vous voyez. Et il lui propose relations diplomatiques et commerciales à l'époque. Et ça, c'est une langue mondiale. Et quand un Tchadien maîtrise cette langue, bon, ça, c'est une richesse pour les Tchadiens. Langue qui nous facilite la communication avec 439 millions d'Arabes. Derrière eux, 1 milliard de musulmans. La langue française est arrivée au Tchad 1900, quand Émile Gentil est arrivé au village Djamena, au Kassiri à l'époque, et petit à petit est devenue langue officielle avec création de l'école laïque française à Mao, puis au sud,
devenue langue officielle au Tchad par la force des choses, parce qu'il n'y a pas de français tchadien d'origine française qui parle langue française par l'école et force des colonisation, devenue officielle 1957. Et la langue arabe était là sur les terres tchadiennes avant l'arrivée de l'islam même, parce que les Arabes sont arrivés des péninsules arabiques en 475 et chrétiens. Alors que le français et la langue arabe ont entré dans le, comment s'appelle, dans le cadre d'écriture, des correspondances, machin, et utilisation en 666 ère chrétienne, alors que la langue française n'est pas encore née en France. Était simple un dialecte de tribus francs qui est venu de Norvège, qui est venu sur la terre de Galles, habité par Celtes et d'autres machins. Par la force de cette tribu, la langue française restait dialecte, mais dominant dans le pays de Galles. Et à l'aide de langues anglaises, langue italienne, la langue arabe, langue commerciale et scientifique à l'époque, devenue langue en 1204 ère chrétienne. Vous voyez, arrivé au Tchad, 1900 est devenu officiel 1957 et exclu, l'autorité française coloniale a exclu la langue française, rejeté l'utilisation des langues françaises. Mais 1942, l'autorité française a eu difficulté de communication avec l'ensemble des Tchadiens, surtout les savants, machin, surtout partie nord. Là, ils ont créé 1952 école franco-arabe à Abéché pour avoir interlocuteur entre la masse tchadienne et l'administration française. Et cette école, à l'aide de cette école, la France a pu imposer l'autorité, au même temps la naissance des cultures mixtes, culture arabo-musulmane, franco-chrétienne au Tchad. Voilà l'histoire des les deux langues au Tchad, et la langue arabe comme une langue la plus riche au monde, parce qu'il y a 12 millions 302 et 192 mots. Vous voyez? Alors, qui a donné à la langue française de termes scientifiques, 500 termes scientifiques pour les langues françaises utilisés jusqu'à aujourd'hui dans le dictionnaire français. Bon, j'ai réfléchi à créer ces centres à cause de... il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, quand moi j'ai quitté le Tchad à l'âge de 9 ans, à cause de la guerre civile au Tchad. Là, j'ai passé la plupart de ma vie en dehors de mon pays. Alors, j'ai contacté la culture arabo-musulmane, culture arabe dans la région de Moyen-Orient, et culture cosmopolite et mixte dans cette zone. La culture phénicien, araméen, chaldien, arabe, hébreu, etc. Bon, chaque nation dans cette zone vive très attachée à sa culture, soit culture arabo-musulmane, soit culture arabo-chrétienne. Alors chacun est attaché à sa culture et très près de ses valeurs de ses cultures. Ça c'est très important.
Quand je suis parti en Europe, j'ai trouvé le peuple européen. Euh, Moi, je visite de temps en temps Belgique, Suisse, Allemagne. Je suis résident en France. Et j'ai trouvé que le peuple de chaque zone est très attaché à sa culture. Il cherche à valoriser sa culture. Quand je suis revenu au Tchad, comme j'ai quitté le Tchad à l'âge de bas âge, je ne connais rien. Moi, je suis né en plein désert, sous la poitrine d'une chamelle. Je suis grandi dans le désert. Jusqu'à l'âge de 9 ans, j'ai quitté le Tchad sans connaître l'école. Alors, je ne connais même pas qu'il s'agit de la culture ou langue. Je ne maîtrise que mon jargon des déserts, de cette zone. Bon, de mon retour, j'ai trouvé que nous avons un territoire, nous avons un peuple, nous avons un pays, mais on vit culture d'autrui, nos cultures, culture Sao, culture Bantou, le première culture sur la terre tchadienne, ou ce qu'on appelle le Tchad aujourd'hui. J'ai posé la question, où est notre culture autochtone? Culture autochtone qui représente le parti fermé du Tchad au sud, soit Bantou, soit une nélitique, les peuples néolithiques, comme les Sahara et d'autres. Vous voyez? Moi. Et aussi, comme la présence arabe est très ancienne sur les terres tchadiennes, alors j'ai dit, où est la culture arabe? C'est vrai, de manière partielle, existe la culture arabe et musulmane qui a commencé au pays à l'arrivée de l'islam l'an 666, ère chrétienne. Mais c'est pas tellement la culture qui représente les personnalités tchadiennes. Là, j'ai contacté plusieurs centres de recherche éducatifs, historiens, sociologues dans la zone, les gens qui ont fait ces études avec moi en France et d'autres qui ont fait leurs études dans la région de Moyen-Orient et spécialistes dans ces domaines. Et j'ai dit, nous avons tel projet, je vous prie de participer, de mettre, préparer et structure de cet organe. Alors on a fait plusieurs réunions ici à Djamena, réunions à Johannesburg, une réunion à Dakar, l'autre à Riyad, l'autre à Yémen, et une autre réunion à Amiens, à l'université d'Amiens. Bon, là, la France nous a proposé le chercheur Michel Vallée, et Jean-Philippe Roy, Michel Simon. Les Américains nous ont proposé Héroldic Mangian, et côté arabe, Ibrahim Ababat, professeur, Ahmed Aswad, Qaïd al-Aswadi, et Khalid al-Ajami, etc. Bon, parmi les Tchadiens, on a choisi plusieurs professeurs à l'université de Djamena et d'autres universités de Roi Faisal, récemment à Né, bon, d'autres instituts. Alors les anciens l'école fondateur de l'école française ici au Tchad. Donc, finalement, le but de ces créations, de ces centres, c'est faire régénération de la culture autochtone africaine. Nous, on ne cesse pas de parler d'indépendance, souveraineté. Si tel peuple ne vit pas sa culture autochtone, il n'aura pas d'identité, ni indépendance. Et parce que la culture télécommande, dicte
la personne comment se comporte, comment se vivre. Alors nous nous sommes contrôlés, téléguidés par nos cultures plus que nos religions. Un peuple sans culture reste attaché à une autre nation, dirigée, dictée, peut-être quelquefois piétinée, et celui qui lui a donné sa culture. Ça, c'est ce qui se passe en Afrique de manière générale. Et pour ça, nous avons dit, on crée ces centres, des centres culturels. Les études africaines, parce que toutes les études qui parlent d'Afrique, référence, centre de recherche, considérés comme référence, n'existent pas en Afrique. L'Asbich en Allemagne, Da Silva en Portugal, CNRS en France, Manchester aux États-Unis, Whitehall en Grande-Bretagne, etc. Nous, à un autre niveau, quand un Africain, tu lui poses la question, est-ce que vous connaissez, est-ce que tu peux me définir toi-même, vous êtes qui? Il ne peut pas répondre à cette question sans d'aller au centre que j'ai cité. Et quand on lui pose la question, comment parlez-moi un peu d'Afrique, votre patrie, il ne peut pas répondre à cette question sans aller là-bas. Alors, ce qui s'était préparé, il y a des choses très positives, très bien. Ils ont préparé avec moyens considérables, mais tout ça est préparé pour que l'Afrique reste dominée, vivre sous la domination occidentale. Tout est fait de cette manière. Vous voyez, dans un cadre politique qui garantit l'existence des dominations d'autrui dans notre continent. Bon, dialogue, ça c'est un secteur très sensible. Moi, c'est très difficile de parler de soi-même. Mais quand même, je suis l'un des très engagés dans la voie des dialogues interreligions depuis Damas. Et quand je suis arrivé en France, le père Michel Lelon remarquait que je suis très actif dans ce cadre. Il m'a demandé de créer ensemble un groupe d'amitié islamo-chrétienne en France, dirigé par lui-même. Il m'a confié la tâche de présidence du comité international de cette organisation. Côté comité national au niveau européen, nous avons confié la tâche à M. Jean-Pierre Baquet du ministère des Affaires étrangères françaises. À mon arrivée au Tchad, j'ai trouvé qu'il n'y a pas une structure qui parle de ça, ni organisation. Vite, j'ai pris contact avec le père Michel Lelon, le père Henri Coudray, ancien préfet apostolique de l'Église catholique à Mongo. Et aussi, j'ai pris contact avec le pasteur Abouna, pasteur Gisada, pasteur Abel, et le père Fort avant qu'il quitte le Tchad, et aussi le père Demarin, Galigata, et le père Souk Alaguaina, etc. Nadia Karaki. J'ai dit il faut organiser telle chose, il faut qu'il y ait un dialogue. Alors, première rencontre a été à la cour des grandes mosquées du centre de Roi Faisal. Notre conférence était intitulée
Jésus-Christ dans le Coran et Mohammed dans la Bible. Alors, côté chrétien, était animé par le père Henri Cotret, côté musulman, moi-même. On a animé, ça y est, on a commencé. Michel Lelon m'a demandé d'offrir une antenne ici. Mais on a eu des obstacles énormes, événements de conférence nationale, machin, tout ça. Bon, finalement, on a gardé le contact personnel et chaque dimanche à la fin des messes, on se trouve chez les catholiques ou chez les protestants. Mais ça, c'est le début, pour donner une idée pour le début du dialogue interreligion au Tchad entre chrétiens et musulmans. Personne n'a parlé des religions traditionnelles païennes qui sont au nombre de 4 religions principales, comme Guinérou chez le Mundan et Yondo chez le Ngambay, l'ensemble du groupe Sahara, et Poisson Dieu au Goni, Chari, et Margaï dans le pays de Hedjaray, au Guéra. Par exemple, derrière eux, plus de 4 millions d'âmes, ni musulmans, ni chrétiens, mais personne ne parle de ça. C'est pas du tout normal. Moi, je trouve que c'est pas du tout normal. Tant qu'ils ont croyance, ils sont là, ils sont nationaux, alors il faut participer à ça. Mais l'autre chose que j'ai remarqué, que les gens vite créaient une sorte de rencontre entre chrétiens et musulmans, mais côté chrétien représenté par l'Église catholique et protestante, et côté musulman représenté par une seule association, Conseil suprême des affaires islamiques. Ils ont expulsé d'autres groupes qui représentent l'islam au Tchad. Le Tijaniya, le groupe le plus important. Et deuxième groupe le plus important, le Wahhabite, ce qu'on a vu traditionnellement, sinon Ansar al-Sunna, c'est les filles. Le deuxième groupe le plus important, c'est Jamaat al-Dawah Tabligh, originaire de l'Inde. Alors, ils sont exclus. Je ne sais pas pourquoi. Et le dialogue mis dans un cadre politique. Alors que ce qui est normal, on met dialogue, on met la politique en service des dialogues. Parce que dialogue représente ce qui est social. Ce qui est social est plus important que ce qui est politique. Ce qui est politique est éphémère, se passe, attaché à telle et telle personne. Mais ce qui est dialogue, c'est social, parce que la religion représente tout ce qui est social, ce qui est attache entre les gens, est quelque chose de très fort. Alors, on ne peut pas attacher, si nous cherchons un avenir durable pour le dialogue, il ne faut jamais attacher à la politique. Oui, l'école tchadienne, depuis sa création, 1911, à Mao, ça veut dire l'école française, républicaine. Et sinon, l'école islamique encyclopédique qui a été créée depuis l'arrivée de l'islam, ça c'est d'autres choses. Et école, là, quand on dit école, ça veut dire école française, ici. Depuis 1911 à 1979, l'école tchadienne, je peux dire, capable de vraiment d'instruire un élève qui est capable d'assurer l'intérêt de notre patrie et en service de notre société. Mais depuis 1979, à nos jours, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et l'école est devenue formelle. Parce qu'il n'y a pas
une bonne éducation. Le manque d'une bonne éducation à cause de l'enseignant mal formé, mal informé. Et lui-même, il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de suivi correct. Voyez. Et là, l'élève qui sort de l'école dans la période indiquée, élève peut-être il a diplôme, mais sans niveau. Il a diplôme, mais sans éducation religieuse, ni nationale, ni civique, ni formation correcte. Et là, la situation exige urgemment des choses suivantes. Tout d'abord, préparer un bon enseignant qui donne une bonne éducation. Nous avons dans notre système éducatif public éducation religieuse, soit chrétienne ou musulmane. Ça s'est supprimé à partir des conférences nationales souveraines 1993. Et à cause de ça, nous avons versé 200 dans la salle de classe, élève qui tue son enseignant, élève qui tue son ami. Et ça continue jusqu'à là. Et oui. Ça, c'est une question très importante. Et nous sommes sur une terre considérée parmi les terres les plus riches de notre planète. Nous avons 6 fleuves d'eau douce. Nous avons du pétrole, du gaz. Nous avons terre fertile. 39 millions d'hectares cultivables. 614 millions d'hectares cultivables avec un peu de travail. Nous avons 3 lacs d'eau douce, sans parler de mer Azov. Nous avons deuxième l'eau douce sous-sol, le deuxième le plus important en Afrique, sous le pied des Tibesti. Nous avons la terre appelée idéale pour cultiver palmiers dattiers, des raisins et de blé de bonne qualité dans la vallée de Bourkou et désert des Jura. Nous avons 140 millions de têtes de bétail. Et malgré ça, 86% du peuple tchadien ne mange pas à leur faim. C'est à cause d'ignorance. Parce que notre pauvreté, c'est pas à cause du manque de moyens, mais nous avons pauvreté mentale. Parce que depuis 1979, à nos jours, l'école cessait de fournir un bon cadre nationaliste qui aime son pays parce qu'il manque d'éducation nationale. Sans éducation nationale, une bonne éducation nationale, on ne peut pas aimer le pays. On ne peut pas travailler pour l'intérêt général. Chacun vise son intérêt personnel. Le pays est plongé dans la corruption totale. Et ça nous a empêchés. Et Tchad a été empêché d'exploiter ce sol qui est très riche. Alors si nous vraiment intéressés à cette question, répondre correctement à cette question, au gouvernement et le peuple tchadien doivent changer de comportement. Changer de comportement, doivent avoir des consciences de lutter contre la corruption, améliorer l'école et le fonctionnement de l'école. Le gouvernement contrôle de A à Z ce qui se passe dans la classe,
Comme vous savez, Harold Will, il était envoyé en Australie pour enseigner les élèves, enseigner dans une école anglaise dans cette zone, avant l'arrivée des Français là-bas, au Madagascar. Il a fait 6 mois de trajet. Quand il est arrivé, il manquait quelques, quelque chose, je ne me souviens pas, très important pour enseigner les élèves. À son arrivée, il a oublié. Le contrôleur, il a fouillé ces machins, ceci, vous manquez quelque chose de très important. Je ne peux pas t'accepter. Il a fait encore 6 mois pour revenir en Grande-Bretagne. Et comment nous, dans quel cas, est-ce que ces élèves qui tuent, qui osent à tuer son professeur, capable de travailler correctement et nous aider à exploiter nos richesses, nos sous-sols, c'est impossible. C'est impossible. La situation demande une intervention d'urgence et le gouvernement doit donner importance capitale pour ce secteur. Voyez, et les sources humaines disponibles pour améliorer l'enseignement des bases au supérieur, le moyen au niveau mondial, 8,7%. Et chez nous, combien? 2,6%. Et ça aussi, ça, si on fait, par exemple, le contrôle strict, moi je crois que plus bas que ça. Et ça, c'est vraiment effrayable. Il faut faire attention.